mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Pour commencer, merci Jérôme d'être avec nous aussi ce soir quand même. C'est d'une œuvre littéraire dont on va parler ce soir, qui est une œuvre dans une œuvre, qui est en train de se faire, et d'autant plus que le livre en question, c'est Nord Sentinelle, donc qui vient de sortir chez Actes Sud, et qui est annoncé comme le premier volume d'une trilogie, ou d'un triptyque, je ne sais pas... Il y a une petite différence entre les deux d'ailleurs. Mais... Un triptyque, oui, parce que on ne retrouvera pas de personnage de Nord Sentinelle dans les suivants. Ce sera plutôt... c'est 3 panneaux, quoi, voilà, en fait. Une unité thématique, plutôt. J'en profite juste pour dire que le retour est un petit peu fort. Jérôme, parfait. Bon, je vais faire une petite présentation, elle est, je pense, assez inutile, si ce n'est pour dire que tu es né en 1968, que tu enseignes la philosophie, ici même. Tu as obtenu le prix Goncourt en 2012 pour le sermon sur la chute de Rome. Et ton roman précédent, Michel l'a dit, à son image, paru en 2018, donc déjà il se passait 6 ans entre les avec celui-ci, vient d'être adapté au cinéma par Thierry de Peretti. Peut-être qu'on peut en dire un mot d'ailleurs rapidement, il y a certainement des gens qui l'ont vu ici ce soir. C'est la première fois que un de tes livres est adapté au cinéma ? C'est la première fois que le processus qui consiste à acheter les droits audiovisuels pour faire un film débouche effectivement sur un film. Parce que, abouti, ouais. Il y a eu plusieurs essais qui ont été faits, qui n'ont jamais été jusqu'au tournage, mais quand Thierry a manifesté l'envie de faire le film en 2018, au moment de la sortie du roman, je crois qu'il l'avait lu même juste avant, j'étais assez confiant. Je pensais bien que ce projet-là réussirait à aboutir et que c'était bien que ce soit celui-là qui aboutisse. Voilà. Oui. Et tu connaissais le travail de Thierry de Peretti? Oui, bien sûr. Oui, parce que normalement, je ne suis plus propriétaire des droits audiovisuels, c'est Actes Sud, mais il me demande toujours mon avis avant de faire quoi que ce soit. Et moi, j'avais tout à fait confiance dans le travail de Thierry et je savais qu'il ferait quelque chose de bien et que surtout il ferait quelque chose de personnel. C'était ça qui m'intéressait, moi, qui est un travail d'adaptation. Enfin, je voulais pas voir mon roman au cinéma, je voulais voir un film de Thierry. Oui, c'est une autre œuvre, en fait, ça débouche sur autre chose. Est-ce qu'il t'a été proposé éventuellement de participer au scénario, au dialogue, enfin je ne sais quoi, et quelle était ta position par rapport à ça? Non, Thierry me l'a pas proposé et il savait que c'était pas la peine de me le proposer parce que je voulais pas participer à ça. Pour une raison, pour 2 raisons. D'abord, écrire un scénario, écrire un roman sont 2 activités qui sont complètement différentes. Et même 3 raisons. Ensuite, je venais de travailler 2 ou 3 ans sur ce roman. La perspective de m'y recoller pour 2 ou 3 ans encore provoquait en moi un enthousiasme limité. Et enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est le travail d'adaptation. Et je ne pense pas du tout que le rôle de l'auteur du roman adapté soit de harceler celui qui écrit le scénario pour lui faire part de ses idées qui, en plus, pour la plupart du temps, s'avèreront fâcheuses ou mauvaises. Donc je préfère que le travail d'adaptation soit fait entièrement librement par Thierry. Je lui ai dit que j'avais aucune attente, aucune exigence. Il m'a simplement appelé de temps en temps pour me poser des questions sur l'état d'esprit de tel ou tel personnage ou ce que les personnages faisaient avant ou après. Et je n'ai pas été d'une grande aide parce que j'avais absolument pas la réponse à ces questions-là. Donc il a dû se débrouiller tout seul. Voilà. Tu as un petit peu participé, mais très légèrement, quoi. Modestement, voilà. Alors on en vient à Nord Sentinelle et
voudrais proposer un petit exercice de partir du titre pour arriver à l'histoire. Il y a, à mon sens, le titre nous dit quelque chose. On ne sait pas forcément quoi, mais plus ou moins. Et on débouche sur une histoire qui est presque autre chose. Alors, ce titre, déjà, il vient d'où ? Alors, c'était le titre que je souhaitais donner au roman avant qu'il soit terminé, et même quand il était à peine commencé, je pense, parce que avec le Sud, ils n'étaient pas tous enthousiastes pour le titre, mais bon, j'y tenais et on l'a conservé. Je t'interromps, du coup, c'est-à-dire que c'était pas ton titre de travail, c'était le titre dès le début et c'était presque le projet lui-même. Alors, oui. C'est ça. Après, je savais pas si j'allais le garder. Je suis passé de titre d'un chapitre parce qu'il y a une seule occurrence du terme North Sentinel dans tout le livre. Hein, c'est dans le chapitre 1 et on en parle absolument jamais. Mais pour moi, la situation de cette île, qui est donc dans le golfe du Bengale, hein, et où il y a un peuple qui vit, qui s'appelle les Sentinelles, et qui tue tous les gens qui débarquent sur la plage, si bien que le gouvernement indien, qui a la souveraineté sur l'archipel, d'abord les laisse tranquilles, ce qui est assez notable et rare, et ensuite dit à tout le monde de pas y aller. Et il y a eu une espèce de situation assez pure de rapport à l'altérité radicale, quoi. Voilà, hein, et en même temps, quand on voit ce qui s'est passé pour les sentinelles qui habitaient les autres îles de l'archipel, je ne suis pas sûr que ceux qui habitent sur North Sentinel le sachent, mais on en vient à se dire que c'est pas vraiment une mauvaise idée pour eux. Et moi, comme c'était justement le fil directeur du triptyque, ce sera précisément différentes figures que peut prendre le rapport à l'autre, des différentes expériences de l'altérité, mais je voulais commencer par celle-là. Et comme par ailleurs, j'avais aussi mon fait divers de départ, hein, qui est la tentative d'assassinat par quelqu'un de la ville balnéaire, qui est évidemment en Corse, quoique ce ne soit pas une ville réelle, sur un touriste, ça me paraissait cohérent. Oui, d'accord. Alors maintenant, on a parlé du titre, il y a quand même un sous-titre, alors tu l'as un petit peu évoqué aussi, donc Contes et légendes, Contes de l'indigène et du voyageur. Ce titre d'ailleurs, au-delà de de l'histoire elle-même, effectivement il donne aussi une tonalité, et le sous-titre encore plus, c'est-à-dire que tu te places, effectivement tu nous racontes, c'est un conte. Oui, et ça c'est le titre général du triptyque, Contes de l'indigène et du voyageur. Ce sera donc, si j'arrive à écrire ce triptyque, hein, bien sûr, puisque ça pour l'instant il est quand même dans l'état extrêmement abstrait de projet. Il faudrait que j'avance un peu pour le concrétiser. Mais ça, voilà, ce titre-là que j'ai depuis plus longtemps que North Sentinel, il fait partie de l'idée de départ et il me convient parce que, un, il dit de quoi il s'agit, hein, c'est encore le rapport à l'altérité, et deux, il indique quelle est la forme générale que je voulais donner à mon triptyque. Tout ce qui a été extrêmement compliqué à faire, au début je rêvais d'une espèce de recueil de nouvelles qui lu dans la suite ferait un roman, mais ça allait pas. Mais je voulais que la forme puisse donner lieu à des petites histoires dont la juxtaposition formait quand même une unité. Et je voulais aussi utiliser un ton qui était celui des contes, même quand l'histoire racontée n'était pas vraiment une histoire fabuleuse qu'on verrait dans un recueil de contes. Et c'est pour ça que les trois premiers mots du roman, c'est « on raconte encore ».
Et on raconte encore, c'est les mots qu'emploie Scheherazade pour commencer une nouvelle histoire toutes les nuits quand elle vient d'en finir une. Elle raconte une nouvelle histoire en disant on raconte encore au roi du temps que voilà. D'abord je trouve ça très très beau et c'est donc une formule qui revient comme un leitmotiv tout au long du roman. Tu cites d'ailleurs Les Mille et une Nuits, une traduction d'un personnage dont on va parler juste après. Oui, d'ailleurs, pour cette histoire de contes et tous ces contes, il y a une table à la fin du volume qui nous les présente un petit peu tous. Je vous donne quelques exemples. Alors, il y a je ne sais pas si on peut parler de chapitres, et à l'intérieur, plusieurs histoires. Histoire du capitaine anglais et du sultan de Harar, histoire de l'aspirant assassin, histoire d'une mésalliance et d'un enfant qui n'aurait pas dû naître, j'en saute, histoire du bandit Romani, histoire de Chirine et du très puissant djinn, histoire de la folie des bêtes, etc. etc. Donc effectivement on est vraiment dans cette série de contes. C'est un conte, pas une fable, il n'y a pas de morale. Non. Et voilà, la table je voulais qu'il y ait une double entrée dans la table des matières dans le livre. Hein. On peut le lire avec le titre des chapitres, mais à l'intérieur des chapitres, on peut retrouver des histoires qui forment une unité. Et comme parfois elles sont racontées dans plusieurs endroits, c'est pour ça que c'est pas paginé, mais c'était pour voir une autre structure un peu souterraine du roman et la rendre visible. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait tu vas nous présenter cet événement. Alors il y a une sorte d'enquête quand même pour comprendre comment c'est arrivé, l'enchaînement des événements. Mais en même temps tu nous donnes plusieurs points de vue. On fait des détours parfois aussi. Mais ça tient un peu, non pas du polar, mais un petit peu de l'enquête. En même temps, on est aussi un petit peu dans la mythologie, donc dans les contes. Est-ce que c'était aussi cette volonté de peut-être écrire la même histoire de plusieurs manières Oui, c'était aussi, j'avais envie d'explorer plusieurs types d'écriture et de les mêler, parce qu'il n'y a pas de... on passe d'un type d'écriture à l'autre constamment dans le roman. Bon, alors le côté enquête, on peut quand même pas parler d'un énorme suspense, hein, parce qu'on sait qui est le coupable depuis le début. Ce qu'on apprend, c'est qu'il agit par sentiment d'humiliation extrême, ce qui n'est pas non plus une révélation bouleversante. Mais voilà, il y avait un travail d'écriture qui me plaisait beaucoup. Et il y a un des chapitres qui lui mérite pleinement de s'appeler conte, puisqu'il y a des créatures, il y a des djinns, il y a des choses de ce genre-là. Et le côté enquête, c'est je voulais avoir un personnage qui est donc une gendarme, une enquêtrice de la gendarmerie qui se confronte une fois de plus à une disproportion qu'elle connaît professionnellement entre des causes ridicules et des effets monstrueux. C'est une opposition sur laquelle on reviendra. Tu as un petit peu évoqué ton narrateur. Alors moi je trouve que c'est un personnage extrêmement intéressant parce qu'il a un regard très particulier sur l'histoire qu'il nous raconte. Déjà, il est impliqué d'une certaine manière, en tout cas il est proche des protagonistes. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu nous dire un petit peu quels sont ses liens avec les autres personnages? Alors il y a Alexandre, évidemment, celui qui va poignarder. Il y a Philippe, qui est un ami d'enfance, même s'il est un petit peu plus âgé que lui, et qui va épouser Catalina, sa cousine, et les deux ensemble auront Alexandre. Ouais. Comme on est à Ajaccio, je veux bien me lancer dans des explications généalogiques. Je le ferai pas sur le continent, mais voilà. Philippe Romagne est l'ami d'enfance du narrateur. Effectivement, il a 2 ou 3 ans de plus que lui. Et il a fait un enfant à Cataline, qui est la cousine germaine du narrateur. Lequel narrateur, on le découvre assez vite, nourrit envers sa cousine des sentiments qui dépassent très très largement l'affection familiale.
Et donc extrêmement jaloux du fait que ce soit son ami qui a fait un enfant à sa cousine, raison pour laquelle il dit pick-up de son meilleur ami pendant à peu près l'intégralité du texte. Voilà. Et sociologiquement, on peut voir en gros, les Romagne, ils ne sont pas une famille de bandits, c'est une famille de gens, donc de notables. Et c'est pas du tout le cas de la famille du... oui, lui, il est professeur. Du narrateur, oui, il est fils d'instit. Donc, il vient manifestement d'une famille où on déteste particulièrement sa mère, déteste les Jots et les poursuit d'une haine séculaire et pense qu'ils valent rien et que eux représentent la vraie nouvelle noblesse, celle qui vaut vraiment le coup. Voilà. Mais et au milieu, il y a quand même une... je ne sais pas si on peut la qualifier de traîtresse, en tout cas de ce point de vue-là, d'un point de vue sociologique, c'est Catalina, parce qu'elle change de camp. Alors oui et non, d'une certaine manière, mais... elle ne change pas vraiment de camp, parce que, en gros, Philippe lui fait un enfant, lui donne de l'argent, et continue à faire sa vie sans trop enfin si, en s'en souciant, parce que... j'espère que n'importe quel lecteur un peu attentif se rend compte que le narrateur est d'une mauvaise foi absolue, qu'il dit du mal de gens qui ont toujours été là pour lui constamment, et à qui en fait il n'a pas grand-chose à reprocher. Par ailleurs, bon, il déteste son petit cousin. On peut soupçonner que que la seule existence de son petit cousin comme fils de son meilleur ami de sa cousine est une chose qui ne vit pas très bien, pour utiliser un euphémisme. Et voilà. Il y a une relation ambiguë entre le narrateur et Catalina, la cousine. C'est une relation ambiguë à sens unique, hein, parce qu'elle ne le sait pas et elle n'en a pas la moindre idée. Enfin, peut-être, mais il ne me semble pas pour moi. Voilà. Le narrateur dit, en parlant de Catalina, dont l'inaccessible nudité n'a jamais cessé de hanter mes rêves. Ouais. Voilà. Ça résume assez bien son point de vue. Oui, et puis alors, il a de la constance, hein, parce qu'il écrit ça dure pendant une bonne trentaine d'années, finalement, pendant plus de 25 ans. Quoi. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je me suis demandé si effectivement le narrateur, c'est une caricature dans la manière qu'il a de juger tout son entourage, et en même temps, cet amour-là a l'air extrêmement sincère. Moi, je trouve qu'il y a des moments très touchants de la part du narrateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours cette ironie, non, quand même. Et vis-à-vis de Catalina, on sent qu'il y a quand même un amour qui est profond, qui est lointain, et qui est certainement vrai, si bien qu'Alexandre est l'enfant qui n'aurait pas dû naître, effectivement. Oui, bon, je déteste absolument les personnages monolithiques, pour une raison simple, c'est que les gens, en vrai, ils ne sont pas monolithiques, donc tant qu'à faire... un roman me semble avoir la charge de reprendre à son compte la complexité de l'existence humaine, son ambivalence, tout ça, et donc effectivement il n'est pas constamment ironique ou grinçant, et il a même des moments d'affection pour son petit cousin, et voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire apparaître des côtés qu'on ne voyait pas des personnages. Je pense que il y a aussi chez Alexandre, en dépit du geste impardonnable qu'il commet au début du roman, quelque chose qui fait de lui une espèce de pauvre gosse quand même, qui est, parce que le roman il est pensé avant tout comme une tragédie avec un mécanisme. C'est-à-dire qu'il est condamné, quoi. Il a été condamné par les autres. Enfin, ouais. J'allais dire une espèce de condamnation ou pas de fatalité, mais en tout cas être pris dans un mécanisme dont on ne peut pas s'échapper et auquel pourtant on participe quand même un peu activement. C'est une tragédie, quoi. Parce que le héros tragique est jamais complètement innocent, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Il est à la fois déterminé et à la fois il doit rendre compte du fait qu'il a participé lui-même à au propre destin, à accomplir activement le propre destin qui devait le déterminer, à l'amener là où il allait de toute façon. Et puis il y a autre chose qui me paraît aussi expliquer le ton ironique ou
un peu, non pas méprisant, mais on sent qu'il a du recul. Alors aussi parce qu'on apprend que lui est parti à un moment et qu'il est revenu, et c'est un peu comme s'il voyait les choses, qu'il les découvrait à nouveau, et puis il se rend compte que ça a changé, que les personnes qu'il a quittées n'occupent plus forcément exactement les mêmes places, le paysage a changé, etc., etc. Et en même temps, ce qui explique le ton, c'est qu'il y a quand même toujours cette rivalité avec Philippe, qui vient de Catalina et qui vient d'encore plus profond, justement, sociologiquement, comme on le disait. Est-ce que c'est ça qui le fait juger les Romani bêtes et médiocres? Est-ce que c'est uniquement son ressentiment, si on peut dire, ou même un semblant de ressentiment, mais quelque chose qui... et est-ce que... Je me suis demandé si les Romani étaient aussi bêtes et médiocres que ça, en fait. C'est ça la question. Oui, je pense qu'on les expédie un peu vite. Alors bon, effectivement, ils n'ont pas des préoccupations très nobles. Ben, moi, je les vois pas non plus comme simplement des imbéciles. Hein. C'est une opposition qui était assez prégnante ici, enfin, en tout cas dans l'expérience personnelle de ma famille, hein, entre l'argent immérité et la culture gagnée à la sueur de son front grâce à l'effort. Et c'est comme s'il y avait une revanche prise sur le passé. Ma grand-mère maternelle voyait vraiment énormément les choses comme ça. Et ça la conduisait effectivement à porter des jugements un peu péremptoires sur les familles de Joe. Mais c'était ce que je comprends aussi. Mais là, quand le narrateur le prend en compte, il reprend un peu la mythologie familiale de la réussite intellectuelle, qui est quand même pas non plus particulièrement éclatante dans sa famille à lui. Enfin voilà, ses deux parents sont instits, ce qui est parfaitement honorable, mais lui il est prof, mais on peut pas dire qu'il ait une passion particulière pour son métier, hein, puisque la seule chose qu'il attend au printemps, c'est de pousser les élèves de terminale à aller réviser chez eux au lieu de revenir au lycée. Hein, donc c'est pour parler avec le vocabulaire de l'éducation nationale, il se soucie assez peu de la reconquête du mois de juin. Lui, il prône plutôt la débâcle du mois de mai, même. Hein, c'est ça qui. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu gêné quand on dit que le narrateur me ressemble, parce que comme je suis moi-même prof, je proteste, voilà. Hein. Et j'en profite pour le faire une nouvelle fois ici, parce que c'est des choses qui méritent d'être répétées quand même. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas s'il te ressemble, mais moi, alors, c'est un narrateur qui n'a pas de nom. Alors déjà, ça lui confère un statut particulier, et ça lui confère une étrangeté, dans le sens où il est lui-même une sorte d'étranger. Ils ont tous des noms. Alors la famille Romani, c'est quelque chose, puisque effectivement, il y a l'inspiration, elle va puiser dans la mythologie, dans l'histoire, etc. Que des grands personnages. Et ton narrateur, effectivement, n'a pas de nom. Je lui trouve effectivement une étrangeté au monde. Il y a un moment où il dit qu'il faut avoir la sagesse de renoncer. Donc je ne sais pas s'il te ressemble, mais il a aussi la position, il surplombe. Il apparaît aussi comme une sorte de sage, ou en tout cas celui qui nous raconte l'histoire déjà. Il a un point de vue, non pas omniscient, mais enfin il arrive à recueillir beaucoup de choses. Donc comment tu vois toi sa position justement, même si ce n'est pas toi? Il y a les points communs qu'il a avec moi, c'est évidemment son métier, le fait de partir enseigner à l'étranger. Je pense que si tout va bien, le dernier volet du triptyque sera consacré à l'expatriation et à l'immigration. Mais c'est tout. Moi, dès qu'un personnage me ressemble un peu, je dois, pour pouvoir écrire, l'éloigner de moi, en fait, hein, et faire en sorte que les éléments biographiques qu'on partage soient la seule part d'intimité entre nous,
et que pour le reste, j'arrive à construire quelque chose de différent de moi, parce que sinon je pourrais pas écrire, parce que ce serait pas un personnage, ce serait une espèce de masque, et si j'avais quelque chose à dire en mon nom, je le dirais en mon nom, et j'irais pas m'embêter à créer des personnages de fiction qui sont même pas fictifs. Bon. Mais j'ai vraiment besoin de ça parce que précisément ce qui est le côté agréable de l'écriture, à côté de tout l'aspect laborieux, reprise, parfois désespérante, il y a quand même cette espèce justement d'expérience constante de l'altérité, et c'est très agréable ça, c'est-à-dire de se mettre, d'essayer, parce qu'on ne peut jamais le faire tout à fait bien, hein, d'essayer de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui est pas comme nous, et d'arriver à donner au monde une cohérence, la cohérence d'une vision qui n'est pas la nôtre, et ouvrir sur le monde des yeux qui ne sont pas vraiment les nôtres. C'est ça qui intéresse, c'est ça qui est bien dans l'écriture. C'est certainement pas d'aller, pour moi, d'aller se mettre soi-même sous un pseudonyme dans des situations, spécialement des situations avantageuses. Enfin, c'est des choses qui m'intéressent pas. Je déteste les romans à clé. Enfin bon, j'aime vraiment pas du tout ça. Mais sa position de narrateur, en fait, dans mon esprit, il n'est pas toujours le narrateur du livre. Il est le narrateur du livre quand il dit « je », et après on passe dans la phrase d'après à un narrateur omniscient qui n'est pas lui. Lui, à chaque fois qu'il parle, il est aussi englué dans sa subjectivité, dans une vision partielle, et il ne dit que des choses qu'il a vécues personnellement, ou qu'il suppose, assez méchamment d'ailleurs, chez les autres. Mais il y a vraiment un flottement de narrateur qui n'est pas explicite, voilà. Et sans doute dès la première page. C'est bien possible. Dans ce plaisir de l'écriture, justement sur cette dynastie des Romani, on sent quand même que tu t'es amusé, quoi, que tu en as rajouté, que tu as été chercher d'autres histoires, parce qu'on remonte un petit peu le fil de la généalogie. Alors effectivement, tu parles de leurs prénoms. Il y avait un passage qui est très drôle. Je ne sais pas si tu veux le lire ou si tu veux. C'est 4 lignes. Hein. Je te le donne. Hein. C'est ce que j'ai surligné. Les Romani, portant haut et qui plus est fièrement l'étendard de l'inculture, ils ignoraient évidemment tout de l'origine exacte des personnages, historiques ou légendaires, qui rendirent ces noms illustres, et il ne leur parut jamais étrange, comme l'atteste leur grotesque généalogie, qu'un Hector put engendrer un Achille, ou qu'Hamilcar fut le grand-père de Scipion. Ce qui me permet d'affirmer sans crainte d'être démenti que l'heureuse séquence Philippe-Alexandre ne peut être que le fruit du hasard ou le résultat d'une intervention de Cataline. Voilà, c'est le narrateur qui parle. Oui, alors, est-ce que je me suis demandé si, comme nous avons plein de débuts de contes, plein de petits bouts d'histoire, ou des histoires entières, mais en tout cas des références, de recourir, d'aller chercher dans la généalogie, alors ça va renforcer d'autres côtés, notamment le côté mythologique et de la tragédie, puisqu'on a le sentiment que ça remonte à très loin, et que Alexandre est le produit d'une longue lignée qui l'amène, comme tu disais dès le début, à devoir accomplir son destin d'une certaine manière. Est-ce que ça participe de cette aussi du conte, de la mythologie que tu crées en tout cas qui me semble que tu crées en écrivant ce livre-là, à travers les Romani aussi? Oui, voilà, une espèce de mythologie un peu bancale et mal foutue, quoi. Voilà, c'était ça qui me plaisait. Mais là encore, je pouvais quand même m'appuyer sur un donné sociologique incontestable, c'est qu'on est quand même la seule région de France, à ma connaissance, à continuer à user de prénoms latins ou grecs moins qu'avant. Et voilà, et j'ai juste imaginé cette chose d'une famille qui à chaque fois donnait à son premier-né des noms illustres, soit
de généraux célèbres ou de personnages de la mythologie illustre. Un peu dans le désordre, en tout cas pas dans l'ordre que nous on connaît. Alors, moi ça m'a fait penser à autre chose, parce qu'il y a quelques événements qui ne sont pas forcément surnaturels, mais qui ont quelque chose d'un peu magique malgré tout. Et donc, ça m'a fait penser au réalisme magique, ça m'a fait penser à 100 ans de solitude, et où la famille Buenda, ils ont tous le même prénom, c'est un peu différent, mais si bien qu'on n'arrive plus vraiment à les distinguer, on ne sait plus vraiment à quel niveau de la généalogie on en est. Et là, tu nous racontes parfois l'histoire d'ancêtres romani sans qu'on sache forcément si c'est le grand-père ou un arrière-grand-père, ou même si d'ailleurs il a eu lui-même une descendance, si ce n'est pas juste des cousins, etc. Et donc je me suis demandé si ça participait aussi de cette atmosphère un peu hors du temps aussi. De fait, moi, je me rappelle vivement la première fois que j'ai lu 100 ans de solitude, ça fait il y a très très longtemps. Et ce que je me suis demandé, c'est comment on pouvait écrire un truc pareil. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose de... J'en discutais avec un ami il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose dans la littérature sud-américaine et dans la créativité dont elle fait preuve. Sans doute le fait de ne pas porter sur les épaules des siècles de tradition littéraire, comme c'est le cas évidemment au plus haut point en France. Et donc de libérer la créativité, évidemment c'est en lisant les romans des autres qu'on se rend compte et qu'on prend conscience des possibilités qui sont offertes par la création littéraire et auxquelles on n'aurait certainement pas pensé tout seul. Et auquel on ne pourrait pas penser si par ailleurs on lisait pas. Alors la référence, elle n'était pas explicite, pour moi, mais j'ai toujours adoré les histoires de lignée et celle des Buendia bien sûr est inoubliable, et je pourrais pas affirmer que le souvenir des Aureliano et José Arcadio ne m'a pas un peu habité pendant l'écriture. Un peu influencé, mais on est oui. Alors effectivement, voilà, on aboutit à ce temps hors du temps, à cette histoire qui est on ne sait pas que ça se passe en Corse. C'est pour ça que je ne sais pas si j'ai en fait un point de vue extérieur. Et on a sans doute que ton intention est de toucher à quelque chose de plus atemporel et de plus universel. Oui, en fait, je voulais pas... J'aurais bien aimé que ça se passe pas en Corse, mais bien sûr que ça se passe en Corse. Sauf que le mot est jamais... écrit. Le mot corse, sauf sur la 4e de couverture, parce que franchement, on pouvait pas faire autrement. Et le nom de la ville n'est pas prononcé, parce que, alors là, pour le coup, c'est parce que c'est une ville qui n'existe pas. Hein. Elle est, la topographie de la ville, ce serait un peu comme si c'était une ville de la taille d'Ajaccio, avec une haute ville et la citadelle de Bonifacio, et la vie nocturne estivale de Porto Vecchio. En gros, hein, ça serait et la fréquentation touristique de Porto Vecchio aussi. Les bateaux de croisière étant notre spécificité ajaxienne, c'est le seul détail à quoi on peut reconnaître Ajaccio. Voilà, mais l'idée de situer ça dans une région, je dirais méditerranéenne quelconque, dont l'économie dépend très fortement du tourisme, elle tenait pas la route, elle n'a pas tenu la route longtemps parce que des endroits qui n'existent pas, c'est difficile de leur donner cher, sauf si on fait de l'heroic fantasy ou des choses comme ça, mais alors ça coupe complètement l'intérêt du roman. Et je pense pas qu'on perde pour le dire de manière un peu pompeuse, en universalité du propos, en ancrant une histoire quelque part. Et même, je pense au contraire. Je pense que c'est ce que fait la littérature. Hein. Si on a un propos qui peut faire sens pour plein de monde, il faut que la parole parte d'un lieu singulier et qui a une forme de densité.
que n'aurait certainement pas eu, parce que je ne suis pas capable de le faire, un endroit que j'aurais entièrement inventé. Ouais. Oui, parce que effectivement, donc c'est une histoire contemporaine, empreinte de mythologie, qui effectivement, moi je trouve, confine à l'universalisme. Et justement, j'ai très peu écouté ou lu de choses sur la réception, enfin sur le roman qui aura été fait par des journalistes, etc. Aussi pour avoir ma lecture et sans être influencé. Néanmoins, j'ai l'impression que effectivement le tourisme de masse est le cœur du livre. Or, je n'en ai pas l'impression. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un malentendu de ce point de vue-là. Ou alors, s'il en est question, c'est pour nous dire autre chose. Alors, de quoi le tourisme de masse est-il le nom ? Moi, au départ, c'était... comme ce qui m'a toujours intéressé dans le rapport à l'altérité quand on voyage, c'est la manière dont ce qu'on est en tant qu'individu, et auquel évidemment chacun de nous tient tout particulièrement, pouvait être absolument dissous dans l'objectivité d'une situation dont on n'est pas responsable et dont on ne peut pas sortir. Et je pense que le tourisme à un certain degré, donc le tourisme de masse, quand il y a beaucoup de gens qui arrivent, c'est ce qui arrive à chacun d'eux. Et évidemment, alors je suis content de ce que tu as dit, parce que le roman est présenté en général comme un roman, comme un pamphlet contre le tourisme. Mais si je voulais faire un pamphlet contre le tourisme, j'écrirais pas un roman. Enfin voilà, j'écrirais un pamphlet. Ouais, mais comme j'aime pas les pamphlets, j'écrirai pas de pamphlet non plus. Mais donc j'écrirai rien, quoi. Voilà. Et je me contenterai de gueuler en voyant arriver le bateau de croisière, ce que par ailleurs je fais. Hein. Mais bon, voilà. Et là aussi, il y a quelque chose d'un peu tragique, c'est que la bonne volonté, la curiosité, toutes ces qualités admirables qui nous aident à aller à la rencontre de l'autre, dans certaines circonstances objectives, servent rigoureusement à rien, ne peuvent pas être même décelées. Et comme c'est un jeu pervers qu'on joue à deux, c'est pareil dans l'autre sens, hein, où on se transforme en quelque sorte en porte-parole un peu sous les yeux des touristes, je sais pas, en archétype de la faune locale, quoi. Enfin un truc de ce genre-là. Il y a une anecdote que je raconte dans le livre que j'ai parfaitement vécu à Porto Vecchio, où j'étais avec Marco Biancarel, et il y a un type qui s'est arrêté devant nous, il nous a pris en photo et il nous a dit « Vous êtes les vrais ». Ça, c'est authentique, ça. On avait l'air fatigué, on n'était pas rasé. Bon, ouais, je veux bien... J'accorde à ce touriste que je n'ai jamais oublié, d'ailleurs, qu'effectivement, on ressemblait assez peu à deux vikings en vadrouille, mais bon, je ne pensais pas qu'on puisse faire ça avec autant d'aplomb. D'ailleurs, on est resté complètement hébété pendant un moment, sans croire vraiment qu'il nous était arrivé ça. Et en tout cas, c'était sympa. C'était quelque chose que Sartre aime bien, c'est être objectivé sur le regard de l'autre, comme ça. C'était une expérience marquante, pas nécessairement agréable, voilà. et là encore, je pense que ça tient à la... Et quand je dis que ça tient à une situation objective, la situation objective, elle est encore bien pire quand le tourisme se passe dans des pays qui sont très pauvres et dans lesquels les visiteurs, même ceux qui sont pour nous de classe moyenne, sont l'équivalent de milliardaires pour la population locale. Et c'est des choses qui, à mon sens, rendent absolument impossible l'éventualité même d'une relation authentique à l'autre, et c'est dommage. Alors là, et c'est un fait, c'est pas quelque chose que... Déplorer le tourisme, c'est quand même assez inutile, hein, quand on est dans une région dont la vie économique en dépend, et c'est encore plus inutile quand on a passé son temps, comme moi, à voyager partout, et donc à être aussi le touriste ou l'étranger de quelqu'un.
Par ailleurs, je trouve qu'il y a dans les colères exagérées un élément humoristique qui me plaît beaucoup. Et moi, quand j'entends quelqu'un fulminer, ça me fait rire, spécialement quand c'est complètement disproportionné. Et donc mon narrateur fulmine de manière complètement disproportionnée jusqu'à quasiment lancer plus ou moins subtilement des appels au meurtre. Voilà, hein. Et là encore, il s'agit d'un roman et pas d'un projet politique. Alors, justement, cette dimension-là, plus grande, et le rapport dont tu parles de touristes, et notamment de touristes même de la classe moyenne qui sont extrêmement riches, c'est en réalité ce dont tu parles à plusieurs, enfin tu y fais référence en tout cas, juste le monde d'aujourd'hui et les rapports entre les uns et les autres, sans forcément ni voyager, ni juste au quotidien en réalité. Non, je pense que ça c'est vraiment... je pense que c'est assez typique de ce qu'est le tourisme, de ce qu'il est devenu. Et évidemment, le roman se passe en Corse, mais la Corse c'est certainement pas l'endroit où ça se voit de la manière la plus évidente. Il suffit d'aller Piazza del Duomo à Florence en avril, on voit que c'est pas la même chose, ou à Dubrovnik, où là on en arrive à des extrêmes qui sont difficiles à envisager si on les voit pas soi-même. Mais là où je suis pas moins éloigné de mon narrateur, que ce qui m'énerve et qui ça par contre me paraît être un des traits particulièrement répugnants de notre modernité, c'est de décrire une situation qui est une situation de commerce et de survie économique avec les mots de l'affectivité, de l'hospitalité, et ça pour moi c'est insupportable. Il y a un petit passage sur l'aéroport de Paris. Il n'y a absolument rien de déshonorant à faire du commerce, mais quand on fait du commerce, on fait du commerce. On n'est pas en train de nouer une relation privilégiée ou intime avec quelqu'un, puisque la seule chose qui nous intéresse dans le quelqu'un en question, c'est la transaction qu'on est en train de faire avec lui, ce qui encore une fois est honorable, à condition que ce soit présenté comme tel. Alors on peut le faire de manière honnête, la transaction, hein, on n'est pas obligé de faire la gueule, hein, mais non plus, mettons pour le moins que c'est pas le prélude d'une grande histoire d'amour ou d'amitié, quoi. Voilà, hein. Et il n'y a pas de raison que ce soit fait comme ça. Et de fait, tout ce qui est devenu notre quotidien, spécialement dans les 15 dernières années, où dès qu'on achète un truc, il faut qu'on rende compte de la qualité de notre expérience, ça, je trouve ça vraiment insupportable. Mais vraiment. Parce que c'est un mensonge. Oui. Et puis, en toute fin, on a parlé de notre enquêtrice tout à l'heure, et qui, elle, est un témoin absolument privilégié de ce qui se passe et des crimes qui sont commis, et de l'enquêtrice, Séverine, et de la futilité des mobiles, justement. Alors, tu as ce qu'on oppose aux grands phénomènes naturels, et peut-être à la grande histoire, l'épouvantable superficialité des mobiles humains. Alors pour moi, c'est une formule, j'ai l'impression, qui résume presque toute l'intention du livre. Alors j'y vois peut-être ce que j'ai envie d'y voir, mais néanmoins, la médiocrité que tu prêtes, ou que le narrateur prête au Romani, la bêtise aussi, on a le sentiment, et parce que le narrateur lui-même avoue n'être que lui-même, est-ce que nous ne sommes pas tous que nous-mêmes dans notre médiocrité et notre bêtise? Un des thèmes qui m'intéressait vraiment dans le roman, mais que j'ai plutôt découvert en écrivant, mais c'est comme ça qu'on les découvre vraiment, les thèmes, hein, c'est pas la peine de les concevoir a priori. Et puis après, si dans le texte qu'on écrit, il n'y a rien d'autre que ce qu'on a conçu a priori, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui a pas marché.
Mais ça, je pense, ça doit être une de mes obsessions, le mouvement qu'on fait pour s'éloigner de soi-même et le fait avéré que, quels que soient les efforts qu'on fait, on finit toujours par retomber dans le champ de notre propre gravité, quoi, et de retomber exactement là où on était. Quand j'y pense, le sermon sur la chute de Rome, c'est deux parcours comme ça. Il y a quelqu'un qui veut partir de Corse et qui y retourne, et il y a quelqu'un qui veut rentrer en Corse depuis le continent et qui finit sur le continent. Et là, ça m'intéressait tout particulièrement parce que j'ai l'impression que s'il y a un personnage historique que je connais qui semble avoir vécu 1000 vies différentes, c'est Richard Burton qui est cité au début, hein. Dont Borges écrit qu'il avait une phrase magnifique de Borges. Il écrit il avait la passion des langues et de toutes les manières d'être un homme que connaissent les hommes. Voilà. Et parce que Burton, quand il ne se contentait pas simplement d'apprendre des langues étrangères, je crois qu'il en parlait au moins une quarantaine. Quand il était dans un pays, il s'habillait comme les gens du pays, il essayait de se fondre dans la masse. Enfin, c'est vraiment un effort je pense que la deuxième partie du triptyque lui sera sans doute largement consacrée. Vraiment un effort dont je ne connais pas d'exemple, hein, pour devenir autre. Évidemment, là où la chose est viciée, c'est que pour avoir le sentiment de devenir autre, il faut être soi-même. Parce que si on devient autre complètement, on est devenu rien du tout, hein. Et ça m'intéressait énormément. Et c'est le cas de tous les personnages du narrateur, mais d'Alexandre aussi. Alexandre, je pense, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pense, mais se verrait bien dans la peau de quelqu'un capable de gérer virilement les conflits, mais pas de manière aussi disproportionnée. Et en fait, dans son acte, c'est sa faiblesse et son désarroi qui parle. Et voilà, et il est lui-même. Et puis on sent qu'il n'y a pas eu qu'une humiliation dans sa vie. En réalité, c'est peut-être juste un point culminant, mais tout ça donne on est à la fois dans la farce et en même temps dans la tragédie, donc voilà, la tragicomédie. Et ce dont tu parlais justement, est-ce que la littérature permet justement, est-ce que c'est à ton avis le meilleur outil pour explorer justement ces... je perds mes mots, mais justement cette médiocrité, cette simplicité, et cette incapacité finalement à être autre que soi-même. Je pense que la littérature, je rechigne toujours à attribuer une fonction à une forme d'art, parce que c'est toujours bête, parce que quand on en a trouvé une, on se rend compte qu'il y en a plein d'autres auxquelles on n'avait pas pensé qui sont bonnes. Mais enfin, moi, celle qui m'intéresse particulièrement, c'est vraiment la saisie d'une réalité possible et la mise en chair, pas d'un concept abstrait, mais de quelque chose qui a trait à une réalité humaine fondamentale, quoi que ce soit. Donc la médiocrité en fait partie, la grandeur aussi, hein, et de la donner à voir sous plein de perspectives en même temps, sans se soucier du principe de contradiction, qui est très important en philosophie quand même, et de saisir quelque chose du réel qu'on peut, parce que je suis assez romantique pour ça, qu'on peut voir quasiment mieux dans un roman que dans la vie, comme si on avait un travail d'épuration de quelque chose de réel qu'il fait apparaître. Moi, j'ai pas du tout une conception de la littérature comme un exercice de divertissement, en tant que lecteur en tout cas. Et donc c'est le genre de littérature que j'essaye de faire moi en tant que romancier. Et là, j'ai vraiment essayé de tenir aussi dans ce roman, ça je l'avais pas fait beaucoup, ou presque pas d'ailleurs,
l'aspect tragique avec l'aspect grotesque, parce qu'ils ne me paraissent pas être indépendants l'un de l'autre, et j'espère que quand on lit le roman, on n'a pas l'impression qu'il y a simplement des moments tragiques et puis des moments grotesques, mais que toute chose a deux faces.